Bonjour pour de vrai, cette fois-ci, voilà. On y va. J'y vais là, ok. Bon, je suis vraiment impatient de faire court, hein, et bonnes vacances, bien sûr. Alors, oui, bien sûr, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Donc, nous, on s'était quitté sur la question de la beauté. Est-elle une objective? Est-elle dans l'objet, indépendamment du regard qui se pose sur elle et du jugement? Puisqu'en fait, l'art est le lieu de jugement de la part d'individus. Bonjour. Donc, nous, on s'était quitté là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le statut d'œuvre d'art est relatif au regard qu'on porte sur l'objet? Et donc, une œuvre d'art est une œuvre d'art parce qu'elle est jugée belle ou parce qu'elle est jugée comme œuvre d'art. Bon, nous on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'avoir du goût, qu'est-ce que c'est que le jugement de goût, qu'est-ce qui se passe dans le jugement, dans le langage, dans la parole des gens quand ils disent c'est beau. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment? Ok. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir du goût? Qui a le droit de dire? Et est-ce qu'on a le droit de discuter ou pas des goûts et des couleurs? Parce que on va beaucoup s'interroger sur le dicton, hein, des goûts et des couleurs, on ne peut pas en discuter, ou tous les goûts sont dans la nature, ou etc. Vous connaissez ça? Bon, il suffit pas de dire comme une parole magique cette phrase-là pour écarter tous les problèmes. Absolument pas. D'accord. On s'en satisfera jamais en philo. Que vous soyez pour ou contre ce dicton, finalement, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que vous allez enrichir d'arguments cette idée-là. D'accord. Comment vous allez la développer. Incroyable, 22 personnes pendant les vacances, incroyable. Bon, bref. Allez, on y va. Je continue, donc du coup, je passe à une troisième partie, cette fois-ci, qui s'intitule le jugement esthétique. Et qu'est-ce qu'on entend par esthétique? Ça, il faut le préciser tout de suite, parce que ça va être très important pour poser le problème dont il est question aujourd'hui. Eh bien, ça vient de aesthesis en grec, qui désignait donc du coup la sensation, tout ce qui avait rapport au sensible. Et attention, nous, quand on parle de sensibilité ou de sensible en philo, tout de suite, ding 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 dans la tête, vous savez, ça n'a rien à voir avec oh, je suis sensible, je suis facilement ému, il faut pas me bousculer, etc. Non, absolument pas. Sensible, ça veut dire les cinq sens, d'accord? Donc c'est cette interface qui nous permet d'être en rapport avec eh bien, des phénomènes, en rapport avec également bah, du coup des œuvres d'art. Hein. Je peux avoir de rapport avec une peinture qu'en la voyant bon, à travers cette sensibilité-là. Eh bien, le jugement esthétique, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on peut dire de cette sensation-là. Okay. Est-ce que cette sensation elle est purement subjective et on peut rien en dire? Bon, dans la vie de tous les jours, on formule tout le temps des jugements sur nos sensations selon qu'un objet nous procure du plaisir ou de la peine. D'accord. Selon qu'il nous dégoûte ou qu'il nous fait plaisir, on va dire voilà, c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Moi, le café que je suis en train de boire, je vais formuler des jugements parce que je suis très très intéressé par le café. Hein. On peut, voilà, il est bon, il est pas bon, il est chaud, il est froid, il est bon. Euh, Qu'est-ce que, comment dire, qu'en est-il des sensations qui sont provoquées par les œuvres d'art? Est-ce que ce sont des sensations différentes de mon café ou de la tasse? Je regarde cette tasse-là, c'est pas du tout une œuvre d'art. Hein. Est-ce que la sensation que je vais voir, bah, elle me procure du plaisir parce qu'elle me ramène en enfance parce que c'est la PlayStation 1 que j'avais quand j'étais petit, etc., etc., ou par sa forme, par sa solidité, c'est une bonne tasse, parce qu'elle répond aux critères de la tasse. Alors, pour l'art, quels seraient les critères, quels seraient de jugement, etc. Est-ce que ce sont des sensations différentes? Ben, dans leur nature, on aurait tendance à dire que non, puisque bah, quand je regarde une tasse et quand je regarde une statue faite en céramique, je sais quoi, bon, eh bien, ça va être la même matière, mais est-ce que et du coup c'est les yeux qui vont être suscités, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la sensation et surtout est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans le jugement, d'accord. Bon, euh, voilà. Donc on va voir. Est-ce que si je vous parle de cette tasse là en étant complètement obsédé par cette tasse, elle est magnifique, elle procure en moi une émotion sensationnelle, etc., etc. Est-ce que on va pas se moquer de moi? Est-ce qu'on va pas oh il est fou ce gars? Alors que si je fais ça devant la Joconde,
on va dire, ah ouais, ce mec, il a du goût, etc. Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui change quand on est face à une œuvre d'art? Bon. Euh, Quand je ressens une sensation, j'ai envie de dire, c'est bon, ou, waouh, c'est beau, d'accord? Je suis ému. Cependant, euh, qu'est-ce que je veux dire vraiment quand je dis que ce café-là, il est bon? C'est bon. Quand je fabrique ce jugement-là, ou quand je suis devant la Joconde et je dis c'est beau. Qu'est-ce que je veux vraiment dire? De quoi est-ce que il est question? De quoi est-ce que je parle en fait, concrètement? Bon, il faut analyser la phrase, il faut analyser le mot. En réalité, quand je dis c'est bon, eh bien j'opère un jugement sur la chose, puisque j'utilise le verbe être, qui va parler de l'être de la chose. Hein. Je laisse entendre que je parle de l'être de la chose jugée. Quand je dis c'est bon, je laisse entendre que je parle de l'être du café. Ok? Et donc, que c'est du café dans les questions. C'est-à-dire que je formule un jugement qui se voudrait être complètement sur l'objet, alors qu'en réalité, je ne parle que de moi. Quand je dis c'est bon, je ne parle que de Girardet en train d'apprécier le café. D'accord? Les mots que j'utilise me laissent croire que je ne parle pas de moi et que je parle de la chose en elle-même, le café en lui-même. Ok? Or, en réalité, ce que je laisse entendre, d'accord, ce qui est compris par les gens qui m'écoutent, c'est pas assez bon en fait. Ce que les gens comprennent implicitement, de façon implicite, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de le dire, c'est compris comme ça, c'est bon pour moi. Cela m'apparaît bon dans ma sensibilité. D'accord? Et donc là, il y a un retournement, c'est-à-dire qu'en fait, je ne parle pas de l'objet, je parle du sujet. Ok? Quand je vous dis ce café est super bon, je ne vous parle que de moi. Je ne vous parle pas du café. En fait, je vous parle des capteurs sensoriels qui constituent ma physionomie, mes papilles gustatives, mon odorat, parce que je le sens. D'ailleurs, quand on mange, on est beaucoup plus impacté par l'odeur, le parfum, que par la langue, en fait. Hein. Bon, bref. Euh, donc, en fait, je vous parle de mon nez, je vous parle de ma bouche, mais je vous parle pas du café. D'accord? Et c'est ça le problème du jugement esthétique. C'est que, en tant que jugement, il laisse entendre que, comme en mathématiques ou en physique ou en sciences, en fait, euh, il est un jugement qui va déterminer la chose en elle-même. D'accord? Il va parler de la réalité objective, la réalité des objets extérieurement à ma petite personne, mais en réalité, dans le jugement esthétique, qu'est-ce qui se passe? Je ne parle que de ma petite personne à moi. D'accord? Et du coup, on pourrait se dire que le jugement esthétique et tout le milieu de l'art et des critiques ne sont en fait que eh bien, des gens qui sont, comment dire, imbus d'eux-mêmes, égocentriques, qui ne parlent que de leur petite personnalité, d'accord? Et pas du tout des choses. Et que en fait du coup bah le jugement esthétique c'est chacun parle dans son coin, c'est un peu un langage de sourd, chacun se met en avant et puis il n'y a rien d'intéressant en fait, et que le jugement esthétique ne sert à rien, n'a pas besoin d'être formulé, on a juste besoin de vivre la chose, c'est-à-dire bah, je vais voir le film au cinéma et puis je me la ferme quoi, j'ai rien à en dire, parce que si j'essaye d'en dire quelque chose bah, je vais parler que de moi. Et en fait, on s'en fiche, puisque bah, chacun peut faire l'expérience de ce film. Et ça aura beaucoup plus de valeur de faire cette expérience-là, plutôt que d'aller, comment dire, lire la critique du film, ou lire servir vivre par procuration. En fait, le jugement esthétique veut parler de quelque chose qui est vécu à la première personne. Sauf qu'il le transforme en une phrase impersonnelle. D'accord? Donc je vais vivre l'œuvre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Voilà, vous vivez mon café à travers mon regard en moi, d'accord? Bon, donc du coup, ça sert à rien. On est d'accord? Bon, Euh, bien, ça c'est la première pierre, la première truc importante. Sauf que il y a des gens comme vous me dites là qui vont me dire ouais mais Joule c'est quand même objectivement nul. C'est-à-dire que quand je dis que c'est nul, je parle pas que de mes oreilles à moi, je parle de toutes les oreilles de toute l'humanité.
Bon. Et ça pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que, euh, certes, il existe des œuvres pour lesquelles on se dirait qu'il est impossible que qu'on parle que de soi. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que c'est quand même dégoûtant, c'est quand même objectivement nul. D'ailleurs, c'est plus facile de trouver des exemples de choses dont on pourrait se mettre d'accord pour dire que vraiment là, c'est une limite au relativisme, c'est-à-dire que chacun a raison, hein. C'est de dire que, non, franchement, on peut quand même trouver mieux, quoi. D'accord. C'est plus facile de trouver des exemples négatifs que positifs, de dire ça c'est magnifique pour tout le monde. D'accord. Bon. Mais il existe quand même, il semble qu'il y ait des limites dans ce que je viens de dire, à cette subjectivité exacerbée comme ça, de dire bon bah là non, je parle pas que de moi là, c'est pas possible. Premièrement. Deuxièmement, euh, quand vous dites cet objectif que je dis Jules c'est nul, bah, ça pose quand même problème parce que objectif, on va voir que non, en fait, l'objectivité est impossible. Bon, mais il faudra quand même penser la limite. Bon. Et troisièmement, il y a une espèce de joute là, puisque là on le voit, hein, il y a des gens qui disent non, c'est bien, d'autres qui disent ça dépend des musiques. Bon, et après ça se bat, et ça va s'insulter dans le chat dans 2 secondes. Pourquoi? Comment expliquer que on s'insulte comme ça là pour des œuvres d'art alors que quand vous êtes en train de manger au resto quelque part et bah vous allez commander, il y en a un qui va commander le poisson, l'autre qui va commander la viande et vous n'allez pas vous taper dessus. Chacun va bouffer son truc tranquille et puis voilà. Pourquoi vous allez pas faire mais non, le poisson c'est dégueu, non, c'est nul, ça dépend, etc. de la sauce. Bon, pourquoi est-ce que pour certains objets, ok, chacun vit son truc, on s'en fiche. Pourquoi est-ce que dès qu'on parle de certains autres objets comme la musique, on se tabasse dès les trois premières secondes? Il y a déjà dans le chat des gens qui sont pas d'accord et qui se tapent dessus là. Bon, pourquoi? Comment expliquer ça? Moi je veux bien qu'on dise c'est objectif, c'est subjectif, mais au bout d'un moment, en fait, c'est un débat stérile qui nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est pourquoi est-ce que ces objets-là provoquent en nous ce besoin de discuter. Bon. Est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut pas discuter? Bon. Oui, mais il va détruire votre odorat, il va détruire bon. Moi, personnellement, le poisson, je supporte pas ça, de le sentir, ça me... Bon. Mais pourtant, je veux pas faire chier quelqu'un qui en boit. Quand on mange. Bon, j'avance. Le plaisir est subjectif car il ne dépend pas vraiment de la chose, ce qu'on vient de le dire, hein, mais de la constitution du sujet, de son histoire, de ses 5 sens. Bon, moi j'ai une histoire avec le café qui fait que j'aime le café. Et d'autres, bon. Et j'ai une histoire avec le poisson qui fait que, bon. J'ai un palais qui est développé d'une certaine manière, de sorte que il va recevoir certains goûts plus que d'autres. Voilà, simplement. Peut-être que j'ai un bout de ma langue qui est cramé, et en fait je ressens pas le sucre. Donc tout ce qui est sucré, ça n'a pas de goût pour moi. Il y a un gène qui fait que la coriandre a un goût de vomi. C'est génétique. D'accord. Il y a un pourcentage de la population qui est impacté. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à la personne oh t'aimes rien, etc. ou force-toi, tu verras, c'est bon la coriandre, ou moi comme je le fais, ce sera bon. Non, c'est génétique, vous ne pouvez pas en manger, ça a un goût de vomi. On voit bien que c'est subjectif, au sens où dans la constitution physiologique, physionomique, physico-chimique, tout ce que vous voulez, c'est subjectif. Bon. Exactement. On pourrait du coup faire une science de l'esthétique, une science du biologique de l'esthétique, puisque concrètement, là, il y a vraiment, il y a quelque chose qui est observable et qui est expérimentable. Bon. Seulement pour le beau, et particulièrement les œuvres d'art, il semble qu'on n'accepte pas de dire cela est beau seulement pour moi. Que la phrase, si je sors du ciné et que je dis cela est beau seulement pour moi, ou si je vais devant la Joconde et je dis cela est beau seulement pour moi, cette phrase paraît contradictoire. Cette phrase ne sonne pas bien, on l'entend pas bien, elle
elle marche pas. Dans notre usage de la langue, notre usage du langage, cette phrase ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi ça paraît contradictoire de rajouter seulement pour moi? Il y aurait quelque chose dans la phrase cela est beau appliqué à certains objets, un sens qui diffère de moi qui sirote mon petit café tranquille et qui dit c'est bon. D'accord. Quelque chose qui échappe à la subjectivité totale, à la réduction au relativisme total. Il y aurait quelque chose qui marche pas. En... Bon, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous à la sortie du cinéma, vous entendez votre ami dire que c'était vraiment le pire film de l'année, et il s'en moque comme ça, il rigole tellement c'était pourri. D'accord? Alors que vous avez encore les larmes aux yeux. Tellement vous avez été porté par ce film, tellement vous avez été ému. Comment est-ce que vous réagissez à ce jugement esthétique porté par votre ami, c'est important que ce soit un ami, sur cette œuvre? Comment est-ce que vous réagissez? Je pense qu'on a tous fait déjà cette expérience, que ce soit au ciné ou ailleurs. On parle avec quelqu'un de proche euh, qui dit que c'était vraiment complètement naze ce truc. Et il se trouve que c'est un truc qui nous a émus. Et on se sent trahi, on se sent euh, attaqué dans notre sensibilité, dans notre personnalité, dans notre identité. Euh, on a envie de se révolter, on n'est pas d'accord. Il y a un sentiment d'injustice. D'accord? Un sentiment, quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas. D'accord? Et que ça dépasse ce simple ah bah, toi t'as tes goûts, moi j'ai mes goûts, on est d'accord d'être en désaccord. Là, ça marche pas. On peut pas, comme disent les Anglais, là, agree to disagree. Ça. Bon, alors qu'on était au resto juste avant, et lui, il a pris une pizza aux chèvres. Moi, je peux absolument pas blairer ça. Pourtant, je n'en ai pas tenu rigueur, il n'y avait pas ce problème. Pourquoi? Pourquoi se sent trahi? Eh bien, parce que il y aurait quelque chose dans le partage des références, dans le partage des goûts, qui nous rapproche, qui nous relie des autres êtres humains, et qui fait que vraiment on a le sentiment de vivre quelque chose, de vivre une expérience. Quand on va au cinéma et qu'on sent que la salle est portée par l'émotion, ça se sent, c'est comme quelque chose d'électrique dans la salle, et que nous-mêmes on est porté, on est tous portés par cette même émotion, on sent qu'on fait corps avec les autres, on se sent proche des inconnus qui sont dans la salle, et on a l'impression de vivre une expérience commune qu'on n'a jamais vécue avant, qui est très rare. Et d'ailleurs, c'est un peu tout l'intérêt d'aller au cinéma ou au théâtre. C'est ça qui fait l'intérêt. En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas tous finalement encore devant Netflix H24 et que les cinémas n'ont pas été abandonnés. La seule plus-value du cinéma, c'est quand une fois par an, personnellement, ou une fois tous les 10 ans, vous allez voir un bon film, un vrai bon film, toute la salle est à fond dedans, et que c'est la meilleure expérience, et que vous êtes tous en fusion, en fait. Alors vous avez l'impression que vos subjectivités personnelles, elles sortent de votre corps, et euh, elles s'unissent aux autres subjectivités, et que vous avez l'impression que vous avez vraiment une expérience commune avec tout le monde en même temps. Et que c'est beau, d'être avec les autres, et de vivre quelque chose d'humain, et de... Bon, voilà. On se sent proche des autres à travers le goût. Et d'ailleurs, quand vous allez rencontrer quelqu'un, dans une phase de séduction, etc., vous commencez à être un peu intéressé par quelqu'un, vous allez partager, ah ouais, est-ce que t'aimes tel film, est-ce que t'aimes tel bouquin, telle musique, et au fur et à mesure, vous apercevez que la personne, elle aime les mêmes trucs que vous, et pareil, vous sentez,
Oh, mais c'est comme moi, on est pareil, on est reliés, on est des âmes sœurs, on est. Bon. Voilà. Et pareil, ou ça peut être avec l'amitié, hein, vous découvrez que. Bon. Je dis pas que qui se ressemble, ça semble, hein, absolument pas. Mais je dis que ça rapproche d'avoir ces expériences esthétiques communes. Et qu'au contraire, quand quelqu'un dit que euh, c'était le pire film de l'année et que vous, ça vous a ému à fond, vous sentez, votre petit cœur se brise et, euh, et vous vous sentez éloigné de la personne, vous vous sentez comme distancié. Bon, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience esthétique-là? Bon, moi, pour partager un truc, puisque je sais que ça, les élèves aiment bien, hein, personnellement, j'ai vécu une expérience inoubliable au cinéma quand j'ai vu, eh bien oui, Dragon Ball Broly l'an dernier. Le cinéma était en effervescence totale. On était vraiment en communion face à cette œuvre d'art. Et c'était magnifique. On était vraiment, on faisait, il n'y avait pas, il y avait pas, il y avait pas 100 personnes. Il y avait une personne entière face à une œuvre d'art. D'accord. On faisait corps, on faisait communauté face à cette œuvre d'art. D'accord. On se sentait relié par l'émotion. Ok. Bon, voilà. Allez, parenthèse fermée là-dessus. Mais bon, quand bien même on pourrait dire, oui, tous les goûts sont dans la nature, chacun ressent comme il veut, etc. Quelque chose en nous refuse le jugement de l'ami. On va essayer de le faire parler, comme je vous voyais dans vos réactions, de dire il faudrait des arguments, il faudrait en parler, etc. Ok, on va essayer de le faire parler. Mais qu'est-ce que t'as trouvé qui était mal? Parce que il suffit pas de dire le film c'était nul. Faut me dire pourquoi. Bon, vous avez essayé de le faire parler pour essayer de comprendre comment c'est possible de pas aimer le film, premièrement. Et puis essayer après de dire mais non, mais regarde, il y avait ça. Comment tu as pu être insensible à tel moment du film qui était juste magnifique, avec la musique qui arrive et tel punchline, etc., etc. Bon, voilà. Vous essayez de le faire parler, vous essayez d'en discuter parce que là, vous pouvez pas en rester au désaccord. Alors que plutôt quand il avait pris le steak et que vous aviez pris je sais pas quoi, le poisson, vous n'avez pas essayé de le faire parler, mais tiens, pourquoi t'as pris ça c'est bizarre d'aimer le steak, machin. Non, vous essayez pas, vous en foutiez. Bon, voilà. Euh, Moi, je vais m'appuyer sur une distinction que fait le philosophe Emmanuel Kant dans un bouquin qui s'appelle La critique de la faculté de juger, où il s'intéresse au jugement esthétique, mais pas que en fait. Hein, Emmanuel Kant ne parle pas tellement des œuvres d'art dans le bouquin. Il parle plus du jugement de goût en général, porté sur des objets comme une rose ou un feu, une falaise, bon bref. Il parle pas tellement des œuvres d'art, d'ailleurs lui-même n'était pas tellement... Bon. Donc c'est pas vraiment une référence artistique, mais il se trouve que après coup, dans la réception de cette œuvre, ce bouquin, les artistes ont beaucoup repris ces théories de Kant, donc ça a eu une répercussion quand même sur l'art. Bon. On est d'accord qu'il y a des débats infinis sur le vin, surtout plus que sur les plats. C'est pour ça que la gastronomie, on en a déjà parlé dans le truc d'avant, hein. La gastronomie, c'est quand même un truc à part, c'est-à-dire que on pourrait, on pourrait en faire une œuvre d'art, on pourrait le mettre dans l'art en fait. Bon, la richesse du vin, c'est un truc de taré quoi, hein. Bon, moi je déconne avec le café, où il y a quand même des nuances, il y a quand même des choses, mais le vin c'est infini, les complexités. Donc, bon. Donc, selon Emmanuel Kant, il faut distinguer entre le beau et l'agréable. Bon, c'est une distinction qui est limitée justement puisque Emmanuel Kant ne va pas mettre le vin dans la catégorie du beau et de ce dont bon, on peut discuter. Alors qu'en réalité, bon, là, c'est. Bon, il faudrait mettre certains types de vins en fait. Il y a des types de vins qui sont agréables et d'autres qui sont beaux. Bon, on va voir.
il faut distinguer entre le beau et l'agréable, et pour faire simple, en fait, pour que vous ayez une idée du truc, hein, le beau, ce serait tout ce qui est supérieur, et ce dont, en fait, on devrait tous se mettre d'accord, qui est vraiment au-dessus du lot, quoi, hein. Et l'agréable, c'est les plaisirs quotidiens qui vont satisfaire des besoins et des désirs en nous, d'accord? Manger, boire, etc. Avoir un toit, avoir des vêtements, d'accord? Bon. Donc tout ce qui satisfait un intérêt, ok? Sensible. Et voilà, et ce sur quoi en fait on s'en fiche de ne pas être d'accord, c'est agréable. C'est agréable pour moi, en fait. L'agréable, c'est tout ce qui est pour moi, et le beau, c'est ce qui est pour moi, mais pour l'humanité entière. Ok? C'est les cases qu'il choisit. Ok? Bon. Ouais, ça va être clarifié après, mais c'est pour vous donner une espèce de caricature avant coup pour comprendre. Bon. Il prend l'exemple du vin, justement. Le vin des Canaries, je sais pas si c'est ça qu'il prend comme exemple. Je pense que c'est un vin en fait quelconque, c'est un jus de raisin, quoi, hein, qui passe. Bon. Quand je juge qu'un vin est bon, j'accepte que mon voisin le trouve mauvais. D'accord? Parce qu'il n'a pas le même palais que moi et il n'est pas sensible à la même force, à la même puissance, au même reflet. Cela tient à nos sens puisqu'ils ne sont pas les mêmes et ils nous laissent donc pas percevoir la même nuance. Là, on est. Voilà. On est. Voilà. Que mon voisin aime pas le vin, bon bah ça me fait rien, je m'en fiche. D'accord? Par contre, qu'il aime pas l'œuvre d'art qui m'a ému, là ça me pose problème. Ok? Qu'il aime pas le café, bon bah moi je peux comprendre, il y a plein de gens qui aiment pas le café, hein. C'est spécial. C'est bon, ça satisfait. Leur besoin n'est pas satisfait, bon moi j'en ai besoin, mais bon. D'ailleurs le café excite des récepteurs neuronaux, c'est un mécanisme un peu de drogue, hein, de, de manque. Donc on pourrait très bien penser qu'il y a pour certaines personnes en fait c'est pas du tout excité et que du coup bah, ils n'aient pas envie de boire de café. Bon. Bien. La sagesse populaire a raison de dire que tous les goûts sont dans la nature dans ce cas, puisqu'en effet, notre goût dépend bien de notre corps et de notre physiologie. C'est-à-dire de notre corps, quoi. Bon. Il me semblait que le café, ça excitait un... Je sais pas, que la caféine, à force d'en prendre, le cerveau était en manque et qu'il en fallait. Je sais pas. Peut-être que j'ai lu... Il y a tellement de fausses études sur le café que... Bon. Bref. Voilà. Donc ça dépend de notre goût et de notre corps. Point. Voilà. Donc là, quand il est d'accord, c'est agréable pour moi. Le café est agréable pour moi. Et j'accepte que ce soit pas agréable pour les autres. Ok? Le vin, pareil. Ok? Par contre, une œuvre d'art, je vais pas dire qu'elle est agréable, je vais dire qu'elle est belle. Et quand je dis qu'elle est belle, je veux dire qu'il y a une exigence supérieure quant au jugement. Le jugement doit être plus rigoureux, plus sérieux, et va pas accepter que les gens soient pas d'accord. Donc, quand je suis face au goût et aux couleurs, je discute pas avec les autres parce que j'accepte qu'ils soient pas d'accord. Quand je suis face à une œuvre d'art, comme je disais tout à l'heure, en sortant du ciné ou ne sais quoi, ou du Louvre, je vais au combat. Je discute tout de suite. D'accord? Parce que je n'accepte pas. C'est ça qui fait la distinction entre le beau et l'agréable. Donc ce sentiment de l'agréable est distingué du sentiment particulier de beauté face à une œuvre d'art, selon Kant, ou face à quelque chose de beau, parce que c'est pas forcément une œuvre d'art chez Kant. Ok? D'ailleurs, il prend pas tellement d'exemples d'œuvres d'art. Le sentiment de l'agréable est distingué du sentiment de particulier qui s'appelle le sentiment de beau face à une œuvre d'art chez Kant. Pourquoi? Oui, compliqué avec le vin parce que le vin, il y a des concepts. C'est... Bon. Moi, je dirais qu'on peut disputer du vin, mais qu'on ne peut pas discuter. Enfin, c'est pas moi qui le dirais, c'est Kant. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire discuter, disputer? Eh bien, l'œuvre d'art ne satisfait pas le besoin particulier en nous, elle ne satisfait aucune utilité.
L'œuvre d'art n'est donc pas bonne pour quelque chose. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous appréciez un plat que vous mangez au resto, eh bien, cette appréciation est influencée par le fait que vous avez faim. D'accord? Et plus vous allez avoir faim, plus vous allez apprécier le plat. C'est mathématique, enfin, c'est biologique. Ok? Et donc, en fait, votre jugement est faussé par votre besoin, votre désir, votre corps. Ok? Alors que la Joconde, que j'ai faim ou que je n'ai pas faim, que j'ai soif ou pas, que peu importe mon état personnel, peu importe que sa beauté s'imposera à moi, peu importe mon état personnel. Mon jugement ne sera pas influencé par ma subjectivité, selon Kant. Ok? Bon, alors pour le vin, on pourrait dire que ceux qui le dégustent sans l'avaler, parce que c'est comme ça qu'on le déguste normalement, en fait, on en prend un petit peu, puis on le recrache. Ça enlève l'idée d'un besoin d'alcool, d'ivresse, puisqu'on n'est pas, je crois qu'on peut pas être ivre en recrachant, et puis ça désaltère pas puisqu'on n'avale pas. Donc là, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent de ça, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous dégustez un vin de cette manière-là, vous ne faites pas jouer l'intérêt, et donc du coup, vous n'êtes pas influencé par le fait que vous ayez soif ou que vous soyez accro à l'alcool. Bon. Ou on pourrait dire, si on devait contredire l'argument de Kant que la gastronomie, ça rentre pas dans ce dont on peut avoir un jugement esthétique, on pourrait dire, on va manger pour se remplir le ventre, à minima, quoi. Et après, on goûte le plat véritable. Comme ça, on n'est pas influencé par le fait qu'on est... Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, par exemple, je vois beaucoup d'élèves qui disent la cantine, c'est dégueulasse. Ok? Sauf que, faites un jeûne de 3-4 jours. Allez à l'école. Allez à la cantine. Mais ça va être bon. Bon, ça sera certainement pas le meilleur plat de votre vie. Mais ça va être bon. Et plus vous allez avoir faim, plus ça va être le meilleur plat de votre vie. Quand vous regardez des émissions de gens là qui font des défis sur des îles désertes, des Robinsonades, etc., les koh et compagnie, où ils vont bouffer de la noix de coco et ils disent « Oh, c'est le meilleur moment de ma vie, j'ai jamais dégusté autant, etc., c'est trop bon. » Mais tout simplement, c'est qu'ils ont été influencés par leur état physiologique de faim, en fait. Là, il y a vraiment une influence qu'il ne peut pas y avoir avec la Joconde. La Joconde, je m'en fous, en fait. Peu importe mon état personnel, je vais être ému. C'est ce qui fait dire donc à Kant que le jugement porté sur une œuvre d'art n'est pas intéressé. Ça, c'est très important, ce mot intéressé. Intéressé, ça ne veut pas dire que quelque chose comment dire, est intéressant. Ça veut juste dire que en philo, le mot intéressé veut dire qui satisfait un intérêt sensible. C'est-à-dire, c'est bon pour moi, dans le sens c'est bon pour mon argent ou un développement de mon corps. Okay, je suis intéressé par la bouffe parce que ça me permet de survivre. Je suis intéressé par la crise du Covid parce que j'ai acheté des actions en bourse et que je vais pouvoir me faire de l'argent sur les remontées, etc. Je suis intéressé dans ce sens-là. Je sauve de la noyade d'un enfant, je suis intéressé parce que je vais pouvoir gagner une récompense. Ok? Bon. Par contre, quand je dis le cours de philo est intéressant, c'est pas la même chose. Le cours de philo ne m'apporte rien, que ce soit pour mes études, puisque de toute façon vous avez le bac, et puis que la philo, ça sert à rien, ou vous gagnez pas d'argent, etc. Je peux pas vous mettre de notes, etc. Ça n'a rien. Vous n'êtes pas quand vous venez voir le cours de philo là à 32 pendant les vacances. Alors j'ai dit que c'était facultatif. Vous n'avez aucun intérêt à le suivre, au sens de pour votre carrière, pour votre argent, bon. Par contre, peut-être que vous venez parce que c'est intéressant. D'accord? C'est-à-dire que ça a une qualité intrinsèque. Ça ne vous apporte rien pour votre vie, mais c'est une qualité intrinsèque, ça vous fait plaisir, etc. Bah, bref, voilà. Bon.
L'œuvre d'art peut être intéressante, mais elle ne satisfait pas d'intérêt pour vous. À moins que vous l'achetiez et que vous fassiez, je vais y arriver, un bénéfice dessus. Et là, vous avez un rapport intéressé à l'œuvre d'art. Mais si vous êtes un gars lambda, vous allez voir le Joconde, vous repartez, vous n'avez rien gagné. Au sens financier, au sens de l'intérêt personnel. Ok ? On est d'accord que c'est le mot intérêt au sens philosophique, c'est-à-dire ça satisfait un intérêt personnel euh, sensible, quoi. D'accord ? Bon. Euh, voilà, on peut dire que pour quelqu'un pour qui l'œuvre d'art est la seule chose qui permet d'avoir une émotion véritable dans cette vie, sinon il déprime. Bon, bah là il y a un intérêt quand même. Euh, oui, attendez, 2 secondes. Avec le capital culturel, ça arrive. Bon, il faut que je fasse semblant. Euh, de, de dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour après vous dire qu'en fait non, il y en avait un. Bon, bref. Qu'on la trouve belle ou non, en fait, ça changerait à notre vie. L'œuvre possède certaines indépendances vis-à-vis du spectateur. C'est ça qui est intéressant. Ok ? De son état personnel. Bon. Cependant, dire que le jugement n'est pas intéressé ne suffit pas pour contredire totalement chacun son goût. Il manque une deuxième étape. Euh, alors là, si vous voulez, moi j'ai retenu que 2 critères qui sont dans la critique de la faculté de juger de Emmanuel Kant. Mais le bouquin il est épais comme ça, il y a beaucoup plus de nuances et d'idées. D'accord ? On n'a pas le temps. Moi j'ai retenu 2 critères qui ont été repris ensuite par un autre auteur. Et en fait, je fais le dialogue avec ces 2 critères-là. D'accord ? Bon. Vous avez juste à retenir que l'œuvre d'art, elle est différente des autres objets parce qu'on a un rapport qui n'est pas intéressé. Et également, deuxième critère, on va le voir là. Le problème du jugement esthétique est donc de savoir si un accord peut être possible entre les êtres humains. À la sortie du cinéma, est-ce que on prend tous les gens, est-ce qu'ils sont tous d'accord ? Le problème, c'est qu'ils ont vu quelque chose de singulier. Ou à la sortie d'une exposition d'art. Ces personnes-là ont vu quelque chose de singulier. Qu'est-ce que ça veut dire singulier en philosophie ? Ça veut dire que c'est un exemplaire, il y en a un, et il est unique. D'accord ? C'est pas comme particulier. En philosophie, vous savez, on distingue particulier et général, etc. Bon. Particulier, c'est cette tasse-là. Ok ? Mais la tasse-là, je l'ai achetée en double et je l'ai offert à mon frère. Ok ? Donc il y en existe plusieurs de ces tasses particulières-là. Ok ? Bon. Alors que singulier, ça voudrait dire qu'il y en a une seule unique dans tout le monde. Bon, bref. Voilà. Donc tout le monde a vu la Joconde, il n'y en a qu'une. Bon, voilà. L'accord va supposer une universalité. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont d'accord. Ok ? Sauf que en philo, le mot universel, il est opposé à singulier. C'est-à-dire que universel, ça veut dire qu'il est valable. Bah attendez. Donc l'accord suppose une universalité, l'inverse du singulier. Singulier, ça veut dire quoi ? Définition. Désigne quelque chose d'un et unique. Cette belle rose devant moi, il n'y en a qu'une, comme ça. Toutes les autres roses ne sont pas du tout pareilles. Alors que universel va désigner ce qui est valable pour toute personne, en tout temps, en tout lieu. Le concept de rose est universel. Par contre, cette rose-là devant moi, elle n'est pas universelle. Parce que, elle n'est pas visible partout. Ok ? Et puis, personne ne la voit de la même manière. La tasse, là. Vous voyez une face, moi j'en vois une autre. D'accord ? Bon, on a tous des... C'est-à-dire, l'expérience elle-même est singulière. L'objet est singulier et l'expérience qu'on en fait est singulière. Et le sentiment qui se rapporte à cette expérience-là également est singulière. Ok ? Bon. Et nous, on veut dire... Le sentiment, il faudrait que le sentiment face à la chose, il soit universel. Mais comment est-ce qu'un sentiment peut être universel ? C'est contradictoire dans les termes. Le sentiment, c'est par définition singulier, c'est-à-dire la façon de ressentir personnellement, individuellement, la chose. C'est ça, un sentiment. Le plaisir personnel que ça nous procure, ou la peine, le dégoût. Bon, par rapport à des capteurs que sont mes yeux,
mes oreilles, ma bouche, mon nez, ma pulpe des doigts là. Bon, c'est des capteurs qui sont singuliers. Ils se sont développés à travers un processus naturel. Il y a des ratés, d'accord. Bon, il y a des yeux qui partent dans les sens. Il y a un palais complètement défoncé, des oreilles pareilles. Il y en a qui ont l'oreille absolue. Alors bon, bref. Comment c'est possible? C'est complètement contradictoire de dire qu'il y aurait un accord de tout le monde face à une œuvre d'art. Donc, soit il n'y a pas d'accord entre les individus, et le beau n'existe pas, je dis le, au sens de une beauté complètement générale, indépendante des êtres humains, etc. Donc, soit il n'y a pas d'accord possible, parce qu'on est tous dans une expérience différente, on est tous différents, TM, hein, et donc le beau n'existe pas. En fait, ce qui existe, c'est des sentiments subjectifs de beauté. C'est-à-dire, ça c'est beau pour moi, ça c'est beau pour toi, ça c'est beau pour toi. Donc du coup, le beau n'existe pas. Il y a autant de beauté, que d'individus. Donc ça n'existe pas, d'accord. Est beau uniquement ce qui me plaît à moi à un instant T. Alors, la tasse là, elle me plaît là aujourd'hui, demain je la balance, etc., etc. Ce qui fait que cela pourrait très bien ne plus l'être demain. Ok. Donc soit il n'y a pas dans notre problème, le problème c'est il faudrait trouver un accord des gens attendez, le problème de départ c'est face à un plat ou quelque chose lambda, une tasse, etc. On accepte que les gens soient pas d'accord et quand on sort du cinéma on n'accepte pas que les gens soient pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une exigence d'être d'accord. Mais soit on se trompe et en fait l'accord est impossible, donc le beau n'existe pas, ce que je viens de dire là. Soit il y a un accord possible, mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se trompent. C'est-à-dire que quand je dis que le film est beau et que toi tu dis que le film est pas beau, il y en a un ou deux qui se plantent. Il y en a un ou deux qui a tort. Et ça pose problème parce qu'il faudrait expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y en a un des deux qui se trompe? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que la Joconde n'est pas belle? Et comment est-ce qu'on leur prouve qu'ils ont tort? Comment est-ce qu'on leur explique qu'ils se trompent? Comment est-ce que vous allez dire à quelqu'un le sentiment que tu es en train de vivre est faux? Essayez d'imaginer ça. Le sentiment que tu es en train de vivre est faux. C'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est comme quand, en ce moment, il y a des températures un peu variables, etc. Et du coup, il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y en a qui disent il fait froid, il y en a qui disent il fait chaud. On peut leur clouer le bec en disant il fait 12 degrés. Bon, mais on n'a rien dit en fait. Bon. Mais si je dis j'ai froid ou j'ai chaud, vous pouvez pas dire à quelqu'un non, t'as tort, t'as pas froid, t'as pas chaud, c'est impossible. Vous pouvez lui dire t'es frileux parce que objectivement c'est pas une température qui normalement par le commun des mortels fait qu'on a froid, ok. Mais vous pouvez pas lui dire tu te plantes d'avoir froid, c'est interdit, ça n'a aucun sens. Bon. Alors comment qu'on fait pour prouver qu'ils ont tort? Bon. Pour le jugement. Et l'autre problème c'est que pour que le jugement soit universel, c'est-à-dire partagé par absolument toute personne, peu importe l'époque, le lieu, etc. Il ne faut pas qu'il demande une éducation particulière à l'art. Parce que s'il demande une éducation particulière à l'art, ben, ceux qui ont raison, c'est ceux qui sont éduqués, et il y en a qui ne partagent pas, et c'est les pauvres, c'est le bas de l'échelle sociale, ou je sais pas quoi, les gueux, quoi. Bon, donc il n'est pas universel, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il repose sur une théorie, il dépend d'une théorie, il dépend d'autre chose. Il est relatif à... Si le jugement dépend d'une éducation particulière à l'art, il n'est pas absolu, il n'est pas universel, il est relatif à l'éducation qu'on peut en avoir. À des concepts, à une théorie. Et donc, avoir du goût, ça veut juste dire avoir la théorie de l'art. Donc ça veut rien dire. On parle plus de sentiment, on parle de théorie. Si je dis que le jugement de goût dépend d'une éducation, je dis qu'il dépend d'une théorie, donc je dis pas le jugement de goût
est une sensation de beauté face à une œuvre d'art. Non, le jugement de goût, c'est appliquer une théorie apprise par cœur au bon moment. Être capable de manipuler une théorie dans le bon contexte. Voilà, c'est ça. Et donc un ordinateur peut avoir du goût, puisqu'il serait capable de recracher les bons concepts au bon moment. Tout simplement, si je dis que le jugement de goût dépend d'une théorie, je dis quoi? Eh bien, on peut faire un algorithme du goût qui donnerait les bons concepts au bon moment selon les œuvres d'art. Bon. Il faut que tous les hommes, indépendamment de leurs études, puissent trouver l'œuvre belle. Donc, ce qui nous amène à un nouveau problème, hein, puisque pour Kant, le jugement esthétique, il est désintéressé, comme je l'ai dit juste avant, et le deuxième critère, c'est sans concept. Le sentiment de beau est un sentiment de quelque chose de singulier. Il n'est pas conceptualisable. Le concept est abstrait, général, et le sentiment, il est concret, singulier. De par leur nature, sentiment et concept s'excluent. Sont naturellement, dans leur définition, opposés. Un concept est une représentation générale formée par abstraction. Un sentiment est une vision subjective vécue à la première personne, concrète, particulière, singulière. C'est pas du tout général, un sentiment. Donc il y a opposition. C'est pourquoi Kant va dire que le jugement de goût, le jugement esthétique, comme il est esthétique, c'est-à-dire se basant sur la sensation, le sentiment, ne peut pas reposer sur des concepts, puisque le concept n'est pas de l'ordre du particulier, de l'individuel, de la sensation. Le concept est de l'ordre de l'abstraction, de l'intelligible, du rationnel. Ça n'a rien à voir avec la sensation. C'est deux mondes différents. Donc on ne peut pas se baser sur des concepts. Le concept de triangle est une abstraction pure qui n'a ni couleur ni mesure. Il n'est pas visible. C'est une boîte intellectuelle dans laquelle on range toutes les expériences singulières de triangle. Un bleu, un carré, un rectangle, pardon, un triangle rectangle, un triangle isocèle, un triangle bleu, un triangle noir, un triangle... Tous ces triangles-là que je vois dans la vie, qui ne sont pas des vrais triangles, c'est des approximations de triangles, je vais les ranger dans mon concept de triangle, dans mon abstraction, mais l'abstraction elle-même, qui est pure, n'a ni couleur, ni mesure, ni caractéristiques sensibles. Ok ? Le jugement esthétique, il porte sur du sensible. Donc, il peut pas du sensible pur. C'est ça qui est important. Il y a des choses qui sont sensibles et qu'on peut conceptualiser. Justement, le triangle, je le conceptualise. Mais je dois quitter le domaine du sensible. Le problème de l'art, c'est que c'est un sentiment pur. Selon Kant. Bon. C'est aussi pour ça qu'on peut pas le conceptualiser. Bon, j'espère que c'est un peu flottant, pas trop clair encore. Vous verrez avec la critique que je ferai de cette idée-là, peut-être les choses plus clairement. Certaines fois, quand on voit l'opposé, on comprend mieux. Bon. Dites-le moi, en tout cas, c'est des questions. Donc, pour répéter l'argument qui était donné pour résumer la chose, le beau n'est pas conceptualisable, c'est un pur sentiment. On ne peut pas en faire de théorie qu'on pourrait enseigner et qui servirait d'apprentissage du goût. Selon Kant. Et selon cette idée que ce serait universel. Je dis bien qu'on est là dans l'hypothèse d'un accord de tous sur l'art. Hypothèse qui vient de cette impression qu'on a quand on sort du cinéma ou du musée que tout le monde devrait être d'accord avec nous et qu'on n'accepte pas le désaccord. Tout parle de là. Ok ? Comme on a ce sentiment-là, peut-être qu'il a une vérité, que ce sentiment-là nous montre qu'on devrait tendre vers l'hypothèse d'un jugement universel, et si le jugement est universel, alors il est désintéressé et sans concept. Vous voyez la chaîne des hypothèses. Après, si on casse
l'hypothèse de base, bah, tout ce que je viens de vous dire, c'est fond. C'est un château de cartes, là. Ok ? Bon. Voilà. Le seul rapport possible à la beauté est dans sa rencontre sensible à un instant T, dans l'expérience sensible que peut en faire un individu. Et ça, c'est le contre-argument, en fait, à l'idée de tout à l'heure, de dire je vais donner des arguments à la personne qui aime pas le film qu'on vient de voir, et comme ça, elle va l'aimer. Mais non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez trouver des arguments. Vous pouvez discuter avec la personne. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais ça ne marchera pas pour changer son sentiment. Vous pouvez pas faire naître un sentiment, changer. Vous pouvez pas changer l'expérience de quelqu'un avec des arguments. Vous pouvez pas prouver à quelqu'un que non, en fait, il a pas froid, il a chaud. Vous comprenez que c'est absurde. Et donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que non, il s'est planté. En fait, il aime le film. Mais non, il l'aime pas. Il n'y a pas d'argument qui pourrait changer ce sentiment personnel. La seule manière de faire changer la seule manière de faire changer le jugement de quelqu'un, c'est d'en discuter suffisamment pour lui donner envie de revoir le film ou de retourner voir le tableau et de refaire l'expérience personnelle de l'œuvre d'art et peut-être faire naître un nouveau sentiment différent cette fois-ci, où il y aurait accord cette fois-ci. Mais un nouveau sentiment ne peut naître que dans une nouvelle rencontre avec l'œuvre d'art, à un instant T, vraiment face à face. Un sentiment peut pas naître, ou alors il est illusoire, c'est-à-dire qu'en fait, vous finissez par aimer l'œuvre parce que vous aimez la personne qui l'aime, et vous voulez pas lui faire de peine. D'accord ? Mais là, c'est illusoire, enfin ça marche pas, on est d'accord, c'est pas un vrai sentiment. Si vous voulez faire naître un vrai sentiment de plaisir, il faut refaire l'expérience. Donc, voilà. C'est pour ça que, en fait, en société, quand on argumente, on a l'impression qu'on va convaincre quelqu'un qu'il a tort et qu'il devrait aimer l'œuvre, mais en fait, non. On peut juste le persuader de retourner voir l'œuvre d'art, c'est tout. Attendez. Oui. Comment faire pour résoudre notre problème sur lequel le jugement esthétique peut être discuté ? En fait, je viens de vous donner la réponse, là, tout de suite. Et pour préciser, en fait, Kant, il fait la distinction, dans son bouquin, entre discuter et disputer. Et il dit, des œuvres d'art, on ne peut pas disputer, mais on peut discuter. Et ça, il faut le comprendre. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on peut, pour résoudre notre problème sur lequel le jugement esthétique peut être discuté. Kant fait la distinction entre discuter et disputer. Avec l'idée que un renvoi à un sens médiéval de dispute, la disputatio, qui désigne donc une forme médiévale de débat à l'oral, qui repose sur la démonstration et le savoir, la logique formelle aussi, surtout. Bon. On cherche à produire des preuves par des raisonnements logiques. C'est très formel, très artificiel en fait, hein, c'est disputatio. Et en fait, Kant nous dit, on peut pas établir une dispute, une disputatio, un débat, une joute oratoire de logiciens, telle qu'elle se faisait sur les questions de est-ce que la Terre est au centre de l'univers, est-ce que l'être humain est au centre de la création, est-ce que tous ces questionnements métaphysiques, plus ou moins scientifiques, etc., etc. On ne peut pas faire des débats scientifiques sur les œuvres d'art, si on transporte à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de preuve au sens conceptuel qui pourrait convaincre quelqu'un qui ne ressent pas le bon sentiment face à une œuvre d'art. C'est ce que je viens de vous expliquer depuis tout à l'heure. En fait, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne ressent pas le bon sentiment face à une œuvre d'art avec des concepts. On peut juste le persuader, lui donner envie de retourner voir l'œuvre
pour, pour redonner l'occasion d'un nouveau jugement, d'une nouvelle expérience personnelle. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Et ça, je serais assez comment dire, je pense qu'il y a des limites à cette idée-là, mais elle me plaît. Parce que, quand bien même on pourrait pas être d'accord avec Kant et dire il y a quand même des arguments, il y a quand même des concepts, je pense qu'on peut enrichir l'argumentation, mais on ne pourra jamais faire changer le sentiment de quelqu'un avec des concepts. Il n'y a que l'œuvre d'art qui peut faire changer le jugement, par ses propres atouts. Je pense qu'on pourrait donner envie à la personne de revoir avec une autre mentalité, avec comment dire, on pourrait donner envie à la personne de voir l'œuvre plus sérieusement. Peut-être en fait ce qu'on pourrait faire, c'est que moi ça m'est déjà arrivé, je vois une œuvre avec beaucoup de préjugés. Et donc mes yeux sont, ma vision, elle est brouillée par ces préjugés là. Et y a quelqu'un qui va me donner des pistes de réflexion, bon. Et va me donner envie de revoir l'œuvre d'art sans ces préjugés-là que cette personne-là a détruits. D'accord. Bon. Ça peut être intéressant. Bon. Il n'est pas possible donc de changer un sentiment de beau ou de dégoût avec des arguments. Ça, c'est la conclusion de cette idée. Très importante pour nous. Bon. Il me reste une demi-heure, faut que je speedo. Vous me dites si ça va trop vite, trop lent, trop nul, trop... Bon. Voilà. Ça, j'ai déjà dit, donc j'avance. Donc, Kant maintient qu'il est possible de discuter des goûts. Ah, merci. Oh là là. Ah, je suis... Là, on a peut-être un exemple d'un jugement objectif absolu. Qui transcende l'humanité, qui mettrait d'accord... Peut-être qu'on a là le tout premier jugement qui mettrait d'accord l'humanité dans son ensemble. Un jugement esthétique, girardet et beau, qui permettrait une unité de l'humanité. Où ça y est, tout le monde se dirait, ça y est, je suis d'accord avec mon prochain. Et ça y est, en fait, du coup, comme on serait d'accord, ça a des répercussions politiques. Si j'arrive à être d'accord sur une œuvre d'art avec mon voisin que je déteste, finalement je me dis que c'est un être humain comme moi, donc je vais pas lui faire la guerre. Et donc tout le monde se rassemble, citoyens du monde, voilà, unité du genre humain, à travers une beauté singulière. C'est bizarre, hein. Bon, ce passage du singulier à l'universel. Peut-être qu'il est possible. À voir. Bon. Donc, il est possible de discuter des goûts, hein, car en effet... Oh non, je ne me mettrai pas au-delà de Kant, hein, vous savez. Donc, je veux bien les arguments esthétiques, mais les arguments intellectuels, là, par contre... bon. Donc, si on pouvait rien dire, on retomberait dans une impasse, chacun ses goûts. Donc là, on est face... Le problème, c'est que j'ai déjà résolu ce truc en vous disant que... tout ça, c'est que Kant se sent obligé de maintenir l'idée qu'on puisse discuter du goût, quand bien même on ne peut pas en disputer, parce que s'il disait qu'on ne peut pas en disputer et puis c'est tout, on retomberait dans l'impasse chacun ses goûts, qu'on ne peut pas accepter. Pourquoi ? Parce que, comme on l'avait dit au tout début, on retomberait dans un relativisme qui semble avoir des limites, puisqu'il semble qu'il y a quand même des œuvres absolument immondes, dégueulasses. Enfin, le mauvais goût semble quand même pouvoir être identifiable, beaucoup plus que l'universelle beauté. Hein. Et il semble quand même qu'il y a des choses que... Bon, là, c'est quand même vachement beau, quoi. Bon. Donc, il faut quand même qu'on puisse en discuter. Sans pour autant qu'il y ait de concept. Donc là, c'est vraiment compliqué parce que... avec quoi on discute si on discute sans concept? Le langage est quand même fait de généralité et de généralisation. Donc là, concrètement, qu'est-ce que serait une discussion sur une œuvre d'art
qui ne ferait pas appel au concept. Et qui ne ferait pas appel à l'intérêt, comme on le verra dans pas longtemps, l'intérêt social. Là, j'aimerais bien avoir un exemple, monsieur Kant, d'une discussion qui ne serait pas vide de sens, qui serait pas du tout... quel serait l'intérêt d'une discussion sans concept? C'est monsieur et madame tout le monde qui parlent de la pluie et du beau temps, quoi. Là, il n'y avait pas de concept, mais du coup, c'est pas du tout intéressant, cette discussion. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est mon regard de philosophe qui dit quand il n'y a pas de concept, je me fais chier, du coup, j'ai pas envie d'écouter la conversation. Peut-être que c'est du snobisme, je sais pas. Mais vas-y, Kant, montre-moi une discussion intéressante sur une œuvre d'art ou n'importe quoi où il n'y a pas de concept. C'est quoi, chacun rapporte sa petite subjectivité et on reste dans une discussion qui est inintéressante, voire impossible. Parce que tout notre vocabulaire est basé sur la généralisation. Notre rapport à notre sensibilité et notre égocentrisme fait qu'on est toujours en train de généraliser. Là, je vois quand même un truc bizarre, quoi. Bon, peut-être que je me plante, je sais pas. Bon. En tout cas, cette discussion-là ne vaut pas pour elle-même, n'a pas de valeur intrinsèque. En fait, on s'en fiche de la discussion, on s'en fiche de ce qu'il y a dedans. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que la discussion va permettre de donner envie à l'individu qui est en face de nous de retourner voir le film ou de retourner voir l'œuvre d'art et d'y porter un regard vierge, quoi, nouveau. De produire un sentiment nouveau, quoi. C'est tout. C'est le seul destin de cette discussion-là, à mes yeux, d'après ce que j'ai compris de Kant. Bon. On ne peut que persuader l'autre de reconsidérer son jugement de seule façon possible, retourner voir là. Bon, là, je répète 15 fois la même chose. J'ai l'impression que c'est... Voilà, là, c'est... Mais bon. Point barre, ok? Bon, j'avance. La solution, donc, à notre problème... d'un accord, comment peut-on trouver un accord, etc., repose sur un espoir, une distinction en fait en droit. Ça, c'est une distinction qui déçoit souvent les élèves. Une espèce de tour de passe-passe de philosophe, c'est de dire, bon, dans les faits, ça marche pas, mais espérons en droit, dans un idéal de la raison, un horizon de pensée, etc., que ce soit possible. Et hop là, on a tout fait disparaître. C'est magnifique, hein. Bon. Mais nous, en philosophie, on aime bien cette distinction fait en droit. Bon. En réalité, on ne pourrait pas changer le réel si on n'avait pas cette distinction-là. Hein. D'accord? Donc, c'est pas non plus qu'un tour de passe-passe. Bon. On ne pourrait pas changer les lois si on n'avait pas le concept de en droit. On n'aurait que des lois dans les faits, donc des matraques de policiers sur la tronche. Bon. Et on n'aurait pas une vision du droit pour changer ça. Bon, bref. On ne peut pas apporter de preuves logiques et conceptuelles de l'universalité d'un jugement esthétique. On ne peut qu'espérer en discutant de l'accord des autres. C'est ça que ça veut dire, finalement. C'est-à-dire que, dans les faits, on sort du cinéma, on n'est pas d'accord. Là, c'est ce qu'on constate par observation. Mais en droit, c'est-à-dire légitimement, c'est-à-dire ce qu'une raison honnête intellectuellement, qui n'est pas embrouillée par un intérêt, qui n'est pas, etc., pourrait espérer de tout autre porteur de raison, de tout autre individu rationnel. La raison, considérant l'humanité en général, ou même la rationalité en général, en fait. La raison qui parle à la raison. C'est ça que ça veut dire. Du point de vue d'un idéal de la raison, en fait. Bon. Donc, dans les faits, il se trouve que toujours quelqu'un pour juger que la Joconde de Léonard de Vinci n'est pas belle. On pourra toujours trouver quelqu'un. Ok? N'importe quelle autre œuvre, ok? Donc, dans les faits, c'est une distinction conceptuelle hein, dans les repères, à savoir pour le baccalauréat. D'accord? Voilà, normalement, ce que j'aurais dit en cours, apprenez, etc. Bon, bref, maintenant, bac gaulerie. Hein. Dans les faits, hein, et en droit, je dois pouvoir
exiger de tout être humain, j'ai le droit. J'ai le droit de dire que la Joconde est une belle œuvre d'art, pas que pour moi. J'ai le droit. Ok. C'est la raison qui me donne le droit. Ok. Comme si la raison était législatrice, c'est-à-dire comme si la raison, elle avait le pouvoir de faire les lois de la communauté, et qu'elle dise ça c'est légal. Enfin, c'est plutôt de la légitimité, mais du point de vue de la rationalité, la rationalité idéale. Mais on est d'accord qu'on a l'impression que c'est pour dire ben c'est vrai que j'ai tort. Enfin, c'est vrai que n'importe qui peut trouver un exemple dans la vie de tous les jours qui contredit tout ce que j'écris dans mon bouquin. Mais du point de vue de l'idéal, c'est moi qui ai raison. Bon, c'est discutable, mais en même temps, si on travaillait pas par notre raison l'idéal, on serait encore enchaîné. Enfin, on serait encore sous des régimes tyranniques. Bref. Donc il y a quand même un travail de l'espoir. Voilà. Je sens que le jugement que je porte ne m'engage pas uniquement dans ma petite personne, qu'il dépasse, qu'il déborde mon individualité, mais qu'il a quelque chose de probablement humain. D'ailleurs, Kant va analyser un autre jugement, un autre sentiment qui s'appelle le sublime. Je ne vais pas du tout en parler parce que je n'ai pas le temps et pas l'envie. Le sublime, c'est quelque chose d'encore plus fort qui est effrayant en même temps que beau et qui me surplombe, qui me dépasse. Et c'est cette idée qu'en fait je sens que quelque chose que je reçois dans mes sens déborde complètement tout ce que des sens humains peuvent recevoir comme sensation. Une sensation comme ça qui m'écrase. Et c'est cette idée que je sens vraiment que ma petite personne médiocre, limitée, elle est complètement débordée dans ce qu'elle est capable, de ressentir. Bon, voilà. Donc, à travers cette idée-là d'un jugement qui n'engage pas que moi, j'ai quand même l'impression, et d'ailleurs c'est ce que je vous disais au tout début du cours avec l'expérience d'une salle de cinéma, dans quelque chose d'électrique. Moi j'ai déjà vécu ça 2-3 fois dans ma vie. À chaque fois je me disais, waouh, ça valait le coup de payer le billet. C'est-à-dire que vous sentez que ce soit... Ça peut être aussi... J'ai plus ressenti peut-être dans les films drôles, où vous rigolez, mais comme jamais, mais avec les autres. Et il y a quelque chose aussi de communicatif. Bon. Et pareil, j'ai déjà ressenti ça. J'avais vu un film un coup et l'écran de crédit se coupe, il n'y a pas de musique. C'était un film très prenant et émouvant. Et il y a juste personne qui se lève. Il y a un silence de mort dans la salle. Et juste tout le monde on sentait l'émotion qui a débordé l'être humain. Et qui du coup touchait tous les autres dans la salle. Et du coup, on se sent, quand bien même on est dans le noir, avec des inconnus, et espacés dans l'espace, on se sent ensemble. Au sens, on est vraiment ensemble. Bon. Et ça, c'est dingue. Et là, vraiment, on sent ce que peut-être Kant voulait dire. Ben, là, je suis du point... Dans ma partie du cours, je suis du point de vue du jugement esthétique et de la réception. Donc forcément, je peux prendre l'œuvre d'art comme public. D'accord ? Voilà. Bon, j'avance, il me reste un quart d'heure, j'aimerais bien terminer là-dessus. Cependant, cette exigence fait l'impasse sur un certain nombre de conditionnements sociaux qui influencent notre rapport à l'art. Là, je vais parler des conditionnements sociaux, c'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir apprécier quelque chose, une œuvre d'art, ou même pour parler des conditionnements en général, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la sociologie montre que quand vous appartenez... Ça, les ES, vous connaissez déjà vous connaissez déjà ça à fond, hein. Quand vous appartenez à un certain groupe de la population, eh bien, il est attendu de vous certaines représentations du monde certaines pratiques, certains gestes, certaines habitudes, etc. etc. Bon. Comment est-ce qu'on trouve des groupes ? Eh bien, on prend des statistiques et on fait des colonnes et on fait des tableaux croisés et on regarde, voilà, tel gens qui gagnent tant d'euros par mois, tel type de métier, etc., etc. Et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que
Ben, les prolos, ils regardent le foot. Les bourgeois, ils font du golf. Euh, tel groupe qui gagne tant d'euros, ben, ils regardent Cyril Hanouna, etc., etc., à la télé, alors que d'autres, ils regardent Arte, alors que, etc., etc. Et, euh, et ou tel groupe parle avec un accent régional, alors que d'autres maîtrisent une langue plus neutre, bon, etc., etc. Et ça va avoir des répercussions. Après, il y a des espèces d'influences rétroactives, hein, comme on avait vu dans le texte que je vous avais donné en DM. C'est-à-dire que le fait d'avoir un accent, vous l'avez parce que vous vivez dans un groupe social où il est fort, donc vous l'apprenez, hein, et le fait d'avoir un accent fait que vous allez pas pouvoir rentrer dans d'autres groupes où l'accent il est moqué. D'accord. On se moque de cet accent-là. Bon. Et donc, du coup, vous allez vous reproduire dans le groupe là, etc. etc. Et donc, vous allez faire les sports de ce groupe-là. Vous allez avoir les loisirs de ce groupe-là. Bon. Et il se trouve que, comme on peut faire une sociologie du sport et montrer qu'il y a beaucoup de groupes qui font du sport entre eux, et bien, peut-être qu'il y a des œuvres d'art qui sont appréciées dans des groupes et pas d'autres, etc., etc. Il y a des influences. Mais c'est pas seulement genre vous allez aimer telle œuvre d'art si vous vivez dans tel groupe-là. C'est-à-dire que vous allez mépriser d'autres groupes, vous allez... Bon, il y a une espèce de chose un peu tribale comme ça, bon. Et ça, je m'appuie donc sur un bouquin qui s'appelle La Distinction par un sociologue et philosophe qui s'appelle Pierre Bourdieu. Bourdieu critique 2 points que nous avons relevés dans l'idée du jugement de goût universel. L'idée que le jugement de goût serait désintéressé et l'idée qu'il serait sans concept. Il critique ces 2 piliers-là. Pourquoi ? Bourdieu critique les 2 critères, désintéressé et sans concept. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, premièrement, je vais m'attaquer à l'idée que le jugement serait désintéressé. Donc Bourdieu dit le jugement de goût en art n'est pas désintéressé. L'œuvre est peut-être inutile. Elle ne répond peut-être pas à des besoins vitaux. Mais on a tout intérêt à l'apprécier. Et même, ce qui est intéressant et drôle, c'est qu'il montre qu'on a intérêt à avoir l'air désintéressé. Bon, je vais vous montrer pourquoi, vous inquiétez pas. Mais c'est assez marrant, en fait, ce retournement. Il dit pas seulement Kant a tort. Il dit Kant... comment dire, la position de Kant est sociologique. C'est-à-dire, elle est logique, elle a une raison d'être dans la société. Ok ? C'est ça qui cherche la sociologique. C'est-à-dire, la raison... C'est ça, la logique, c'est-à-dire la logique de quelque chose, c'est la raison d'être, le mécanisme intérieur. Dans la société, il y a des rouages qui font que la machine tourne. Et donc le but, c'est de chercher la logique, comment tourne, dans quel sens tournent les rouages. Qui est un petit rouage, qui est un gros, bon. Et comment est-ce que la machine tourne ? Eh bien, le fait de dire que le jugement est désintéressé, le fait d'avoir l'air désintéressé, est un mécanisme de la machine dans le jeu social. En fait, la société, c'est comme une pièce de théâtre. Et pour pouvoir la jouer, il faut avoir l'air désintéressé face à une œuvre d'art. Pourquoi ? Je vais bien le montrer. En effet, il y a un intérêt social à avoir du goût. Et d'ailleurs, on va mettre les gens dans des catégories et on va dire, eh bien, lui, il a du goût, lui, il n'a pas de goût. Ok ? Et avoir du goût, c'est se positionner dans la hiérarchie sociale, puisque la société, hein, comme on l'avait vu un peu avec Rousseau, il y a des jugements, on veut plaire, on veut avoir de l'honneur, on veut être célèbre, et du coup, il y a voilà, il y a une échelle. Et d'influence. Bon. Et donc, le jugement de goût va permettre de se distinguer. C'est-à-dire que si vous dites, hein, le dire, moi j'ai beaucoup parlé de l'esthétique et du jugement au sens grammatical, avec être, ça me plaît, etc. etc. J'ai beaucoup parlé de la grammaire au sens littéral, mais là, en fait, dans l'idée de jugement esthétique, il y a aussi le dire. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, quand vous parlez dans un public, vous parlez dans la place publique.
Et donc vous êtes écouté. Et donc la manière de dire, les mots choisis, etc., sont autant de critères qui vont faire que votre discours est reçu d'une manière ou d'une autre. Ok. Si je dis c'est nul, c'est pourri, c'est non. Bah, mon jugement, il n'a pas la même valeur sociologique que le trait du pinceau et d'une aisance, etc. Où en vin, on rigole beaucoup de il a une robe pourpre, il a du corps, il est. Bon. Non, on fait pas le A, non. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la manière de dire va déjà inclure une façon d'être dans la société et un rapport au goût, etc. À mon regarde, moi j'ai du goût. Je maîtrise le langage approprié. Bon. Si je vous parle de clair-obscur dans telle peinture de Rembrandt et que vous me dites monsieur c'est quoi le clair-obscur, il y a déjà, vous voyez, il y a celui qui connaît, celui qui connaît pas. Bon bref. Il y a l'intérêt social à avoir du goût. Le jugement donc n'est pas désintéressé totalement puisqu'il permet de se placer dans la hiérarchie sociale. Mais c'est la même slide là, je me suis planté, désolé. Donc ce qui se résume dans une expression que Bourdieu utilise beaucoup, faire des distinctions qui distinguent ou des classements qui classent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne qui classe des œuvres en disant ça c'est des belles œuvres d'art et ça c'est des œuvres pourries, des œuvres, des croûtes, c'est pas de l'art, ça c'est de l'art et ça c'est pas de l'art. La personne qui fait le classement, eh bien, elle se classe dans la société. Elle se place dans la société, elle se positionne. Si moi je vous dis Jul c'est nul, le rap c'est nul, il n'y a que la musique classique qui est véritablement bonne, eh bien je me classe dans une catégorie de gens qui aiment la musique classique, qui le mettent en valeur, en avant, et qui dénigrent les autres formes de musique dites populaires. D'ailleurs, le fait de dire que c'est de la musique populaire ou de la culture populaire, c'est déjà se classer, se positionner par rapport à une haute culture. Okay, ça, on l'avait vu dans le cours sur la culture, hein. Il y a des conflits là-dedans, sociaux. Donc on remarque que les différences de goût selon un certain nombre de caractéristiques physiques et sociales. Donc comme je disais, telle classe va jouer du piano, elle va aimer la musique classique, telle autre va aimer le rap autotuné, etc. etc. Le hit parade, le top 50, je sais pas quoi. Ces goûts sont différents, sont être mis en... Le fait qu'ils soient différents va être mis en avant. Donc quand vous étudiez un discours dans l'espace social, vous voyez qu'en fait, c'est peut-être plus la différence avec les autres qui est mise en avant. C'est-à-dire, moi, je ne juge pas de la même manière que vous. Regardez, plus que les œuvres d'art. En fait, on parle pas tellement des œuvres d'art, mais plus de soi, dans le sens de, regardez, moi, j'ai pas le même goût que vous, bande de gueux, de paysans, du Tsungo, là, à Alkirch. Vous connaissez pas la vie. Moi, je viens de Strasbourg et je vais vous apprendre la vie. D'accord? Moi, je viens de la civilisation. Je descends dans le Haut-Rhin, là. Je fais tous ces kilomètres-là pour vous apprendre un peu le goût, là, pour vous relever un peu. D'accord, bande de gueux? Tsungo vient. Parce que là-bas, hein, en plus, ça parle avec l'accent alsacien à fond. Bon. Voilà. Le sociologue, lui, il peut prédire. Oui, au moins vous avez un jardin. C'est vrai que là, avec mes 20 mètres carrés, je me la pète main que pendant toute l'année. Bon. Le sociologue, il peut même prédire et dire si vos parents, ils font tel métier, ils ont telle origine ethnique, et que vous faites tel métier, et que vous avez tel niveau d'études, je parie que vous êtes inscrit dans un club de foot. Je parie que vous regardez Cyril Hanouna. Je parie que... Et en fait, bah, les pourcentages font que ça marche. Il peut prédire vos goûts.
j'aime bien dire souvent ça, c'est-à-dire que je ne connais pas la profession de ma future femme, puisque je suis célibataire, mais le sociologue, lui, la connaît déjà. Le sociologue connaît mieux ma future femme que moi-même, alors que c'est moi le premier concerné. D'accord? Pourquoi? Parce que, je sais pas, genre, j'invente toujours une statistique avec mon cul, là, je dis 90% des professeurs se marient avec d'autres professeurs. Bon, bah voilà. Après, j'ai quand même toujours la liberté, en tant qu'être individuel, etc., de finir tout seul avec 4 chats. J'ai le droit. J'ai la liberté. Bon. Mais, sociologiquement, il y a des grandes chances que... pareil, j'aime bien toujours faire un sondage quand j'arrive dans un nouveau lycée, vu que ça arrive souvent. Merci l'éducation nationale et mon statut précaire, enfin pas précaire, mais dégueulasse de TZR. Bon, 2h30 de route aller. Hein, on rappelle. J'aime bien faire un sondage quand j'arrive dans un nouvel établissement, demander aux profs s'ils possèdent une télévision. C'est marrant, c'est très rare. Donc on pourrait prédire, avant même de connaître la réponse, que le prof n'en a pas. Ok? Bon. Bref. Il faut avancer, il reste 5 minutes là. Bon. L'individu se représente ce que avoir du goût signifie dans son groupe et dans le groupe auquel il aspire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ben en fait les bourgeois ils font du golf. Et donc si je fais du golf, ben je serai dans le coup quoi. Et donc je vais faire du golf. Donc je vais me ruiner pour faire du golf, etc. Et donc du coup on voit, il y a des migrations de groupes comme ça qui vont vers des sports. Et par exemple, le tennis c'était un sport qui était réservé aux bourgeois avant. Et vous apercevez que maintenant beaucoup moins. Apparemment le golf aussi. Ça s'est beaucoup plus démocratisé, on appelle ça. Popularisé. C'est-à-dire la populace est libre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dès que la populace va dans un sport, eh bien il est comment dire, déserté par ceux qui y étaient avant. Parce que l'idée, c'est qu'il faut toujours se démarquer des autres. Pour pas être dans la classe à laquelle on n'appartient pas. Et surtout pour pas être dans une classe en dessous. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, on a régressé. Bon. Pour ça qu'il y a certaines hautes sphères qui font des rallyes, c'est-à-dire des espèces de réunions avec que le gratin. Et ils présentent les garçons et les filles célibataires pour qu'ils se marient avec que des gens de la haute sphère. C'est vraiment juste pour pas qu'ils se marient en bas, quoi, et qu'ils dégringolent les échelles. Bon. Prenons l'exemple du film Le goût des autres d'Agnès Jaoui, sorti en 2000. Pour expliquer ça, je parle de ce film-là. Qu'est-ce qui se passe dans le goût dans le film, il y a Bakri qui joue Castella, un chef d'entreprise, qui, au début du film, se rend à une représentation théâtrale. C'est pas Phèdre, je me suis planté, en fait c'est Bérénice. On s'en fout, c'est une tragédie grecque, classique. Et en vers en plus. Donc c'est un chef d'entreprise qui regarde la télé de base, quoi, et qui est jamais là au théâtre. Et ça le fait chier d'y aller. Sa femme qui l'oblige parce qu'il y a sa nièce qui joue un second rôle. Et il y va vraiment en traînant les pieds, il n'a pas du tout envie. En plus, il s'aperçoit que c'est en vers, ça veut dire que tout rime en alexandrin, et du coup, c'est pas du tout un langage naturel, c'est très difficile à suivre, etc., qu'on n'a pas l'habitude. Enfin bref, il se dit, putain, je vais me faire chier, l'enfer, etc. Il y va avec une gros préjugé de ça, et il est bouleversé. Et surtout par une actrice qui joue le rôle principal. Et il tombe amoureux de l'actrice. Et donc il essaye de la séduire, et il va essayer d'intégrer son groupe d'amis artistes pour la séduire. Ok ? Et là c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, alors moi je devais vous montrer un extrait, mais j'ai complètement zappé de le découper, de le préparer. Je sais pas, complètement la tête en l'air. Et du coup, bah, je le découperai, je le mettrai en lien sur la description, puis dans mon site. Ok ? Il y a dans l'extrait, en fait, Castella, il s'incruste à la fin d'une représentation, il suit le groupe d'artistes
Il s'incruste à leur soirée, donc il mange avec eux et tout, et il essaie de faire la conversation. Et il commence à dire ah, vous devrez jouer des pièces comiques parce que les gens ils préfèrent les comédies, c'est plus intéressant, on arrive mieux à suivre, etc. Les gens ils préfèrent. Bon. Et on voit que les comédiens, ça les énerve, parce que c'est des gens, voilà, ils sont dans l'art, etc. Ils veulent pas plaire à la masse, ce qu'ils veulent c'est faire une œuvre d'art, bref. Et donc en fait, pour se moquer de lui, il dit ah ouais, on va jouer du Ibsen, un autre dramaturge. Je sais plus, danois ou un truc comme ça, bref, qui a fait que des drames et des tragédies, enfin bref, c'est pas drôle du tout. Et il dit, ah ouais, Ibsen, c'est vachement drôle et tout. Puis lui, il reprend, ah ouais, ah ouais, c'est vrai que c'est marrant et tout. Et donc, et là, il se fout de sa gueule et rigole sans qu'il sache, quoi. Et puis, il balance d'autres noms d'auteurs pas drôles du tout, comme ça, en disant, ah ouais, mais le mieux, ce serait de faire. Et du coup, il se fout de sa gueule, comme ça. Et ce moment-là, il est très intéressant parce qu'en fait, on voit que Castella, pour essayer d'intégrer le groupe, il fait semblant d'avoir des jugements esthétiques qu'il n'a pas. D'accord. Et pour adhérer au groupe. Et les autres, pour bien montrer leur distance avec Castella, eh bien, ils formulent des faux jugements pour le piéger et pour bien montrer que nous, on n'est pas comme toi, mec, hein, on se mélange pas. D'accord. Et c'est vachement intéressant ce mépris pour l'autre. Ça renverse un peu l'idée que c'est les dominants qui dominent les dominés. Parce que c'est pas parce que vous avez une grosse culture que. Non, enfin, bref. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, Castella, dans l'histoire, quand il discute avec les gens, il les énerve aussi parce qu'il dit. En fait, Castella, il prend conscience que le métier de comédien, c'est difficile. Parce que les comédiens, là, ils viennent de finir la pièce et ils disent, bon, on est au chômage tant que on retrouve pas une nouvelle pièce à faire. Et Castella, il est, ah bon, ah mais c'est horrible, mais vous êtes tout le temps au chômage, mais c'est trop dur, le métier de comédien et tout, quand vous faites, vous avez pas de sous et tout. Castella est chef d'entreprise, il a pas mal d'argent. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, c'est pas le riche qui domine les autres, qui se moque des autres. Puisqu'en fait, c'est les comédiens qui sont pauvres qui se moquent du riche. Enfin bref, comment on comprend ça? Justement, c'est Bourdieu qui va vous permettre de comprendre ça, puisque normalement, on avait une vision, comment dire, binaire de la société, c'est-à-dire il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les bourgeois, les prolétaires. Ouais, je vais prendre 10 minutes de plus parce que je vais pas terminer. L'extrême met en relief une nouvelle façon de grouper les individus dans la société. Il n'y a pas que le capital au sens économique qui divise les groupes, peut-être que vous avez vu ça en ES, les ES. Il y a également un capital culturel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de classer les gens par rapport à la paye ou le fait qu'ils aient des usines ou des machines et qu'ils emploient la force de travail des prolétaires, etc. On n'est pas obligé de faire comme ça. On peut aussi les diviser par niveau de diplôme. Et le niveau de diplôme, il ne correspond pas forcément du tout à l'argent qu'on gagne. Si vous avez fait une thèse sur la représentation des femmes dans les pièces tragiques de Corneille par rapport à celle de Racine ou je sais pas quoi, vous avez un doctorat, hein, mais il y a Nicolas là. Hein. Bon. Donc vous avez un groupe capital, mais qu'on appellera culturel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que capital culturel, en fait, c'est l'ensemble de ressources dont vous disposez, que ce soit le niveau d'études, la familiarisation que vous avez eue à travers votre éducation avec l'ensemble des lieux de la culture, que ce soit le cinéma, le musée, l'opéra, etc. On pourrait quantifier ce capital culturel avec combien de fois vos parents vous ont emmené à l'opéra, au musée, etc. etc. C'est ça le capital culturel concrètement. Ok. Ou le niveau d'études. Bon. Et donc là, il fait des tableaux et s'aperçoit que ceux qui ont un capital culturel, c'est pas forcément ceux qui ont un capital économique. Le Castella, lui, il a un capital économique élevé, parce qu'il est chef d'entreprise, mais il a un capital culturel faible, parce qu'il n'est que dalle à l'art. Ok. Et c'est pour ça qu'il va être moqué, là-dessus.
parce qu'il a un capital économique élevé, ça énerve les artistes, et parce qu'il a un capital culturel faible, bah, ça leur permet de s'en moquer. Et les membres de la troupe de théâtre, ils ont un capital culturel élevé, mais comme ils sont au chômage, bah, ils ont un capital économique faible. Ok? Bon, ça permet de voir les différences, c'est intéressant. Bon. Ces différents capitaux vont influencer sur les rapports entre les individus, comme on voit, puisque le fait qu'il y ait ce décalage-là entre les capitaux différents fait que Castella, il est mis à l'écart du groupe dans la scène du repas. Et dans d'autres scènes où il fait des blagues beaufs, et les gens, ils se moquent de lui, en fait, ils rigolent pas de la blague, ils rigolent de lui. Parce que, bah, eux, ils ont un humour plus raffiné. Bon. Plus distingué. D'accord? Bon, voilà. Et qui permettent de se distinguer. Le jugement n'est pas son concept, hein, je vous l'avais dit. Kant, il dit que le jugement, principalement, en art, il est désintéressé et sans concept. Là, on vient de voir que bah, il y avait tout intérêt à faire semblant. Ah, et ce que j'ai pas dit, c'est que vous aviez intérêt à faire semblant de ne pas avoir d'intérêt, en fait. À vous dire que moi, j'ai du goût, en fait, mais il vient de nulle part. C'est un don. Je reviendrai là-dessus après. Okay, mais il est aussi sans concept. C'est-à-dire que c'est également pour ça que c'est un don. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin. Les gens qui ont du goût, ils font semblant de ne pas avoir eu besoin de diplôme ni d'éducation. Ils voient pas en fait que s'ils ont du goût, c'est parce que depuis qu'ils sont tout petits, leurs parents les amènent au musée. C'est pour ça que j'avais posé la question dans le sondage. En fait, plus vos parents vous emmenent au musée, plus vous êtes familier avec les œuvres d'art, et plus vous développez une aisance pour en juger. Vous vous repérez plus facilement. Vous avez la carte géographique de l'œuvre d'art. Vous n'êtes pas perdu. Parce que vous avez l'habitude d'arpenter les rues de l'art. Vous n'êtes pas dans une ville inconnue. Comme Castella. Il ne connaît pas. Il est paumé. Dans les faits, on observe une distribution des formes d'art en fonction du niveau des diplômes. L'art est de plus en plus, ça c'est un deuxième argument, l'art est de plus en plus un discours sur l'art, avec des références implicites aux autres œuvres. On dit que l'art est autotélique, c'est-à-dire que en fait, l'art ne fait que de parler de lui-même. C'est un objet fermé, un monde fermé sur lui-même. Et donc, les œuvres d'art aujourd'hui, c'est surtout un gars qui va faire référence à l'art. L'art est devenu un discours sur l'art. Tel artiste va fabriquer une œuvre d'art, et l'œuvre d'art, ce sera de dire voilà ce que c'est que l'art. L'art, c'est... Par exemple, les œuvres d'art, ils vont dire pendant longtemps, l'art, c'est pas le beau. Et donc, ils vont mettre de la merde dans une boîte de conserve. Et ils vont mettre la boîte de conserve... De la merde littérale, de la vraie merde. Dans une boîte de conserve. Ils vont mettre la boîte de conserve dans un musée, et ils vont dire c'est une œuvre d'art. Et ça, c'est un message comme quoi, bah... ça s'appelle merde d'artiste, comme quoi on fétichiste l'artiste, le musée, etc. Bon, bref. L'art est devenu un discours sur l'art. Pour pouvoir comprendre ce discours, il faut déjà connaître l'art. Hein? En fait, c'est un peu comme les mèmes sur Internet. Les gens, ils n'ont pas la ref, comme on dit. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas comprendre de quoi il est question, puisque tout le monde se masturbe sur une référence commune à un groupe. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Et donc on aime se distinguer. C'est un peu ce qui se passe avec les mèmes. Les mèmes sur Internet, on partage des références implicites et on aime le fait qu'on appartienne à un seul groupe et qu'il y a des gens qui ne soient en dehors. Bon. L'art présuppose donc une familiarisation avec l'art. Pour être apprécié, il faut que vous ayez vécu le musée pour pouvoir apprécier le musée. Vous pouvez pas... voilà. Et donc il va falloir y aller plusieurs fois pendant un certain temps. On observe donc que les enfants de milieux se rendant plus souvent dans les musées possèdent certaines facilités à reconnaître et à apprécier des œuvres. J'ai plus de gorge, il n'y a plus de voix. Je vais mourir. Enfin,
Bourdieu critique l'idée sous-jacente à l'expression « avoir du goût ». Quand on dit que quelqu'un a du goût, on fait croire que c'est un don naturel qu'il a... Comme si une fée s'était penchée à son berceau et lui avait donné le goût. Et donc lui, il a le goût. Il a la grâce de Dieu et pas les autres. On pourrait penser que notre rapport à l'art est donc vient de nous-mêmes. C'est notre goût. Et qu'on l'a travaillé, ce don, etc. On peut tirer même une fierté à avoir du goût. Bourdieu se moque de ces gens qui ont la fierté de leur goût, puisqu'en fait, ils ne se rendent pas compte, si c'est inconscient, qu'ils ne sont pas acteurs du tout de ça. C'est pas du tout un trait de leur personnalité. C'est un conditionnement social. Ça vient du fait que ils sont nés au bon endroit. Écoutez, Hayam, né sous la même étoile. Ils sont nés au bon endroit, donc du coup, ils ont été familiarisés, donc du coup, ce goût a été développé sociologiquement. Voilà. Il y a une logique sociale du fait d'avoir du goût. Et il dit même que c'est sociologique, c'est-à-dire il y a une logique sociale de faire semblant d'avoir du goût. Ça permet de se mettre en avant, encore une fois, de se distinguer. Donc c'est pas faux dans le sens où on comprend pourquoi en fait les gens le font. Donc pour finir, parce que je crois que c'est le dernier, l'avant-dernière slide, et après je vous laisse, désolé pour les 10 minutes. Croire que le jugement de goût ne vient pas d'une éducation, c'est laisser croire à un don personnel pour l'art, c'est quelque chose de naturel, qui est quelque chose de naturel, alors qu'en fait c'est un apprentissage. On fait croire que c'est inné, alors que c'est acquis, et c'est acquis pas de manière... parce qu'il peut y avoir des choses qu'on a eues par apprentissage, et c'est pas grave. C'est pas un drame, si tout le monde y a accès. Le problème, c'est que le goût vient d'un apprentissage qui est réservé, de fait, sociologiquement, à une partie de la population. C'est ça qui est le problème. C'est pas que ce soit un apprentissage, c'est que ce soit réservé à une population qui a intérêt à garder pour elle cet apprentissage-là. C'est-à-dire que Bourdieu analyse les publicités qu'il y a et les programmes culturels qu'il y a pour faire venir les gens au musée. Par exemple, regardez, on ouvre les musées, c'est gratuit. Si vous êtes au chômage, c'est gratuit. Venez. Donc, d'un côté, on a un discours d'ouverture du musée, et de l'autre, selon lui, il y a tout intérêt des classes dominantes du capital culturel à refermer le musée, c'est-à-dire à ne pas donner les clés pour pouvoir se débrouiller au musée, dans les politiques culturelles, pour que ce soit toujours les mêmes personnes qui aient la mainmise sur le capital culturel, pour qu'elles continuent à l'utiliser comme une influence dans l'échelle sociale, dans l'espace social. D'accord ? C'est-à-dire que on fait semblant d'ouvrir le musée, mais on ne donne pas les codes. Et sans les codes, on a le bouquin, mais c'est les hiéroglyphes, il n'y a pas la pierre de Rosette. Vous comprenez ? Et il faut les codes. Et donc pour Bourdieu, il faudrait un apprentissage ouvert à tous, qui donne les codes à tout le monde, pour casser la distinction. Mais, de fait, il n'y a pas. Donc, méfions-nous de ça. Ça, c'était la première idée que je vous ai donnée. Et la deuxième idée que je vous ai donnée, que je crois que j'ai perdu. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Donc, la dernière idée, c'est que, en fait, on masque une réalité sociale, c'est qu'il y a des inégalités d'accès à la culture, comme je l'ai dit, et donc il y a des rapports de domination, il y a des intérêts de certaines personnes à garder la mainmise sur le musée et sur la culture. Donc c'est pas du tout désintéressé. Oui, it's the time. Écoutez, j'en ai fini. Merci d'avoir tenu. En plus, on est en vacances. Bravo, hein. Bravo à vous. Et à la semaine prochaine. Et voilà. Allez. Au revoir. Soldiers, don't give yourselves to brutes.
Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.